Waouh, waouh, c'est magnifique ce qui est en train de se passer là actuellement. Comment ça va, messieurs, dames, en ce vendredi 10 mai? Et pourquoi ce live est magnifique? Parce que nous allons parler d'un bon film, voire même un très bon film, La planète des singes, un nouveau royaume. Nouvelle mouture de la saga initiée par... Alors évidemment, dans les années 60, hein, le premier opus, je crois bien hein, que c'était dans les années 60 avec Charlton Heston, et puis suite directe de la trilogie qu'on avait eue et qui avait été en partie réalisée par Matt Reeves, en partie puisque le premier n'était pas de lui. Andy Serkis dans le rôle de César, on est dans une belle continuité, voilà, comme dit Bebelette. 1968, le tout premier, je vous incite à le voir. Moi, il faut absolument que je rattrape les suivants. Je sais qu'ils sont un peu moins bons, mais il faut quand même que je rattrape les suivants. Parce que ça fait partie de la culture Planète des Singes et qu'il y a beaucoup de choses, à mon avis, intéressantes à discuter à ce niveau-là. Donc, un film qu'on pouvait attendre et en même temps qu'on pouvait craindre, parce que revenir après Matt Reeves, c'est compliqué, étant donné que les films qu'il avait fait étaient globalement très bons, même La planète des singes, les origines, était une belle rampe d'accès avec juste ce qu'il faut de référence et de fanservice pour faire raccord avec les anciens, tout en ayant vraiment voilà, quelque chose de totalement nouveau. Il y avait aussi l'aspect purement technique, hein, avec tout ce qu'il y a autour d'Andy Serkis, le travail qui a pu être fait, etc., d'un point de vue numérique qui était extraordinaire. On va voir donc un petit peu ce qu'il en est, et oui, spoiler, le film de Wes Ball, réalisateur donc de ce nouveau royaume qui avait, je crois, jusque-là travaillé sur Le Labyrinthe, entre autres choses. C'est pas un réalisateur que je connais beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'on pouvait peut-être se poser des questions, dans le sens où ça aurait été dur de toute façon d'atteindre la maestria hein, de quelqu'un comme Matt Reeves, mais est-ce que c'était possible sur un réalisateur qui arrive après des travaux quand même relativement costauds de la part de Matt Reeves et dans une saga qui continue en fait de plus ou moins bien fonctionner et qui justement n'a jamais fait trop de faux pas. C'est aussi ça qui est intéressant, hein. C'est-à-dire que c'est quand même une licence et une saga juste maintenant qui, voilà, n'a pas eu de faux pas énormes comparé à d'autres licences d'aujourd'hui où tout est reboot, remake, etc. Là, on était sur des suites intelligentes et la réponse est oui, le film est bon, vraiment bon, sur le fond comme sur la forme, on va y revenir évidemment. L'occasion quand même pour moi de vous dire bonjour, mon Pritch qui est là, mon Mike, mon MSCX, Pezima qui est là aussi, on a Bubelette évidemment, Roawin, merci mon Flaco pour le resub qui déclare pour les 2 ans consécutifs, le meilleur fumier qu'il puisse nous offrir. Merci mon Flaco, merci mon Bebelette aussi hein, pour le 16e mois. Salut mon Blue Eyes qui est là dans le chat aussi. J'espère que vous allez tous bien et regardez-moi ça. C'est beau ce qui est en train de se passer. On arrive tout de suite sur la planète des singes. Foudroyer Donc, avec respect. Exactement. comme nous le dit j'adore. évidemment notre ami Adé Laurent, tout dans le respect. Voilà, on va foudroyer cette critique, mais dans le respect comme d'habitude. Avant toute autre chose, rappel de l'histoire. Nous sommes quelques générations, vous me redirez dans le chat, moi j'avais lu 300 ans, en tout cas le film nous dit nous sommes quelques générations après la fin de César. On a donc de nouveaux protagonistes. C'est l'un des points d'ailleurs très positifs, je trouve, et très productif dans le film. On va énormément enrichir l'univers, puisque vous verrez que là, il y a différentes colonies de singes avec différentes manières de voir le monde, de réfléchir le monde, etc., différents types de civilisations, et différentes manières aussi de repenser César, qui a disparu il y a déjà quelques temps, et qui laisse une empreinte avec lui, et qui laisse un message avec lui que certains singes vont totalement remanier à de mauvaises fins, et d'autres à de bonnes fins. Ça devient même un peu un mythe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où on se pose un petit peu de questions sur pas a-t-il véritablement existé, mais il y a beaucoup de l'ordre du mythe de César, a-t-il véritablement été élevé par un homme, par exemple, vivait-il en harmonie avec les humains, les choses comme ça, enfin il y a des tas de questions qui sont intéressantes, et parmi eux, on retrouve notre personnage principal qui est Noah, qui est juste là, à ma gauche sur l'écran, qui vit dans une société qui élève des oiseaux. Je crois que c'est le peuple des aigles, il me semble qu'on les appelle comme ça, me semble-t-il, vous me redirez dans le chat. Et au travers de certaines péripéties, il va arriver dans un nouveau royaume, justement le nom, hein, le nouveau royaume, qui fait écho évidemment à cette nouvelle mouture de la planète des singes, ce nouveau royaume, cette fois entièrement possédé ou presque par les singes,
au détriment de l'humain. On voit qu'il en reste une poignée, mais ça, je vais y revenir évidemment par la suite. Et puis le royaume d'un certain Proximus, me semble-t-il. Le nom est intéressant d'ailleurs, mais enfin, on sait qu'il y a encore tout un tas de références, notamment vis-à-vis de ce personnage-là et d'un humain qui est à ses côtés, qui lui, bon bah, la loi de César, il apprend pour lui, clairement, mais alors, son objectif est pas du tout de respecter les dires de César, son objectif est d'annihiler l'espèce humaine, d'établir un royaume vraiment le plus puissant possible, et puis d'asseoir un petit peu sa supériorité. Et donc du coup, on va suivre les aventures à travers toute cette narration de ce bon vieux Noah, accompagné entre autres de quelques acolytes, notamment un orang-outan qu'il va rencontrer sur sa route, et puis bah, certains membres de son clan qui sont malheureusement contraints et forcés d'être prisonniers de ce bon vieux Proximus. Voilà pour le récapitulatif, effectivement, pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, et pour tous ceux pour tous ceux effectivement, voilà, qui sont peut-être dans le chat, puisqu'on est déjà plus d'une trentaine, donc c'est très cool, et qui n'ont pas forcément vu le film, la première question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui ont vu le film, quelle note donneriez-vous à ce nouveau volet de la planète des singes, donc un nouveau royaume? Et pendant que vous marquez un petit peu ce que vous avez pensé du film, je réponds à Pésima, oui, visuellement, c'est exactement la même chose. C'est très costaud. D'un point de vue visuel et esthétique, c'est très, 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 très beau. C'est assez contemplatif. Et c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire, notamment sur du pratiquement tout CGI et numérique et vraiment image de synthèse. C'est très très puissant ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a une retranscription. Alors il y a de vrais décors, je pense qu'il y a, il y a de vrais décors aussi qui sont employés. Mais pour la plupart, c'est vrai que forcément, bon, bah, on va donner ce côté post-apocalyptique avec pas mal d'effets de style et puis une belle ambiance. Mais vraiment, le film est vraiment très beau. Ouais. Et on a 8,75 sur 10 pour le Mike qui met une bonne note. Moi, je vous avoue que, allez, je mettrais un solide 4 sur 5. Ça ferait du 16 sur 20, donc ça fait 8 sur 10 aussi, oui. Toujours une petite préférence. C'est vrai que la trilogie, pour revenir un petit peu avant, la trilogie César, on va pas l'appeler la trilogie Matt Reeves, puisque Matt Reeves en a réalisé que 2. La trilogie César était assez particulière, puisque les origines... J'ai tendance à considérer qu'il est un peu sous-coté, dans le sens où très clairement, ça reste un film qui est très intéressant, assez intelligent dans ce qu'il apporte, et sur l'humain plus violent et beaucoup plus dégradant que le singe finalement, et le singe qui apprend à devenir encore plus humain que l'humain, et ça, plus on avance dans la trilogie, plus on le voit, et puis donner des origines à César aussi, voilà, donner une origine à tout ce qui s'est passé. Je trouvais le 1 assez intelligent. Alors effectivement, après, quand tu vois la réalisation pure de Matt Reeves, le premier, une réal bien moins grandiloquente, parce que Matt Reeves, il a apporté quelque chose qui est très fort, d'un point de vue d'ambiance, de mise en scène. Mon préféré reste le deuxième, parce que justement, réussir avec ce genre de comportement animal, mais en même temps humain, avoir un protagoniste comme César, qui est superbe sur bien des aspects, et aussi en même temps un antagoniste comme Koba, qui était effrayant, mais qui apportait aussi une réflexion sur non seulement la douleur, c'est un personnage qui est extrêmement torturé, la douleur, le déshonneur, le désarroi, le fait d'avoir été martyrisé toute son existence, la haine face à l'être humain, et donc la haine aussi par rapport à la violence animale et toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Coucou mon Sky qui vient d'arriver, je sais pas ce que t'en as pensé du film, dis-nous tout, je crois que t'allais le voir aujourd'hui. Mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes dans le deuxième qui, pour moi, reste largement le meilleur des trois premiers d'un point de vue objectif et subjectif. Le troisième est plutôt intéressant aussi, un cran en dessous, un peu plus attendu peut-être. Pour le coup, je trouve que le rapport à l'humain, alors c'est intéressant aussi ça, parce que justement, le rapport à l'humain est pas censé être le plus important dans un film sur la planète des singes. On se concentre sur les singes avant tout, mais je trouvais que le point de vue humain dans le troisième était pas forcément toujours très juste. Ça manquait de certaines choses et le développement était peut-être un peu trop hâtif. Alors que pour le coup, j'avais trouvé que dans le deuxième, c'était mieux maîtrisé, cette espèce d'ultime façon de coexister entre l'homme et l'animal, alors qu'on sait que finalement, ça n'arrivera jamais. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le deuxième à ce niveau-là. Donc du coup, effectivement, on repart sur ce nouveau royaume.
On peut, si vous voulez, commencer par la forme, parce que je pense que c'est ce qui ira le plus vite, étant donné que le fond, c'est peut-être là où il y a le plus de choses à dire. Effectivement, le film est visuellement bluffant. Ça fait très Last of Us, et je le redis, c'est chiant en fait d'en arriver à un stade où on se dit ça fait Last of Us, comme si Last of Us avait tout inventé. Force est de reconnaître que Last of Us a donné, je trouve, une ambiance et un visuel à l'univers post-apo eh ben, qui reste en mémoire. Si tu as joué à Last of Us, là c'est à peu près la même chose dans le sens très luxuriant. On est énormément en forêt. Alors, le film est intéressant aussi parce que justement, euh, il va dans plusieurs directives visuelles et créatives. C'est-à-dire que comme on a plusieurs clans, on a aussi plusieurs endroits où il va y avoir cette espèce de road trip, parce que c'est quasiment un road trip hein, depuis la colonie du clan des aigles jusqu'à l'océan. C'est un peu un road trip où ils vont traverser un petit peu certaines contrées pour pouvoir arriver là-bas. À chaque fois, il y a des thèmes différents. Il y a l'univers aquatique est hyper bien respecté, c'est bourré de détails. Il y a aussi beaucoup de références aux anciens et aux nouveaux. Ça, c'est un des gros points positifs. C'est le fait d'être à mi-chemin parfait, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, entre les anciens et les nouveaux. Les anciens, c'est-à-dire la saga originellement amenée avec Charlton Heston, et les nouveaux, c'est-à-dire ceux qu'on connaît avec César. Il y a énormément de petits points de détail. Je ne vais pas dire n'est-ce pas après, vous comprendrez pourquoi, mais il y a plein de points de détail et il y a plein de petites références à droite à gauche pour respecter César et pour offrir une belle continuité à César, mais pour toujours un peu plus se rapprocher du film de 68, notamment sur une petite peluche qui dit maman, maman, je crois, et qui est une peluche qu'on peut retrouver. Non, une poupée, pardon, c'est pas une peluche, c'est une poupée qu'on peut retrouver dans le film de 68. On sent, par exemple, d'un point de vue, là, on parle de la forme, je trouve que Le Clan des Aigles, c'est la saga avec Matt Reeves, c'est-à-dire très coloré. Hyper luxuriant, des arbres à perte de vue, puis même cette colorimétrie, cette direction artistique où effectivement on est beaucoup dans le numérique, mais d'un autre côté, on a ce style visuel hyper riche et nature, vraiment très nature, très porté sur l'amour de la nature, quelque part, parce que c'est aussi une lettre d'amour à la nature. Et à partir du moment où on arrive chez Proximus, là, on est beaucoup plus sur les anciens, avec les espèces d'épouvantails un petit peu chelous qu'on peut trouver au détour de pont, les designs des costumes, toutes ces choses-là aussi, je pense, les costumes, la manière de parler, la manière de se déplacer, la manière d'être déjà à cheval, mais beaucoup plus comme des guerriers, comme pouvaient l'être justement ceux de 68. Même les décors de l'endroit de Proximus, qui sont un peu à mi-chemin entre le singe et l'homme, c'est-à-dire que là, on a beaucoup plus évolué vers le statut d'homme-singe, si j'ose dire, plutôt que encore vers des singes qui ont leur entité propre, comme c'est le clan de Noah. Il y a un truc voilà, qui fait que ça prend un petit peu à droite à gauche des deux sagas, et c'est très malin, parce que pour moi, cette nouvelle trilogie, c'est censé être celle qui remboîte le pas. Alors comment ils vont faire, sachant qu'il y a encore, à mon avis, des générations et des générations avant qu'on arrive sur Eston, ça j'en sais rien. Mais pour moi, ça me donne cette entité-là. Et même au niveau des costumes, du design des singes, une fois qu'on est chez Proximus, il y a quelque chose qui se rapproche de ça, et c'est un film qui visuellement est riche. Je voyais Pritch dans le chat qui disait que ça faisait... comment dire, que ça faisait depuis Avatar 2 qu'on n'avait pas eu un travail visuel aussi fort. Je vous pose la question dans le chat, mais je suis pas très loin de le penser. On vit dans un monde où on a quand même The Flash et toutes ces conneries-là, ou des trucs abjects, où visuellement c'est affolant. Je ne sais pas exactement combien a eu le budget. Si quelqu'un dans le chat peut me dire le budget de ce nouveau royaume, là, il y a une maîtrise de la mise en scène, il y a une maîtrise du visuel, de la direction artistique. Chaque plan est proposé pour montrer différentes choses. Moi, il y a des plans que j'ai trouvé vraiment très beaux. C'est celui où justement, alors, et Noah, donc le personnage principal, et ensuite une humaine, et puis encore Noah avec quelques membres de son clan, arrive dans une espèce d'immense salle d'astronomie où il y a un... Comment ça s'appelle déjà ça j'allais dire une longue vue géante. Le mec qui est très bon en astronomie, une longue vue géante. Ça termine en scope, hein, vous me direz évidemment dans le chat, mais qui permet justement de regarder les étoiles, etc. Je trouvais que voilà, chaque plan aide à
proposer une image. C'est-à-dire que non seulement il y a de la féerie dans ce plan-là, parce que c'est le singe qui s'émerveille sur la nature, c'est le singe qui s'émerveille sur l'espace, c'est le singe qui apprend aussi des choses. Et DVD Scope. Non, c'est Johnny Sinscope. C'est Johnny Scope, j'avais oublié. C'est le Sinscope. Mais bah, c'est pas un télescope. Je m'en souviens plus. Non, personne dans le chat est capable de me dire déjà comment ça. Si, c'est un télescope. Je vais chercher loin pour rien. Un télescope, bien sûr, mais géant, enfin, genre vraiment un truc immense de musée ou quelque chose comme ça. Voilà, d'astronomie globale et qui permet de regarder les étoiles. Et on voit justement ces distinctions entre l'humain qui reprend espoir en regardant le ciel en se disant bon bah peut-être que la réponse pas arrivera de là mais peut-être qu'on peut recommuniquer, et puis le singe qui apprend, qui découvre. Et d'un autre côté, moi j'ai trouvé que la fin justement avec ce visuel là était intéressant parce que quelque part moi, enfin, il y a ces deux images-là. Il y a l'émerveillement du singe, il y a l'humain qui reprend espoir. Moi, il y a un troisième cas de figure, mais alors c'est abstrait, c'est-à-dire que c'est une analyse personnelle. La manière dont justement on fait jongler 2 ou 3 plans entre l'humain et le singe qui regarde vers les étoiles, je me suis dit, moi, est-ce que le problème n'arriverait pas du ciel? Sur ce dernier plan-là, moi j'étais un peu en mode, tiens, est-ce que finalement on peut pas nous dire que d'un point de vue abstrait, en rendant hommage au film de 68, la menace et même pourquoi pas la solution et l'espoir n'arriveraient pas du ciel, c'est-à-dire Charlton Heston qui finira un jour par arriver sur cette terre. Donc ça c'est d'un point de vue plus abstrait et plus pour aller vers la suite, mais il y a un côté très poétique, c'est un film que je trouve très poétique et ça marche aussi effectivement dans son ambiance, dans sa mise en scène et dans le visuel. Dans le visuel qui est magnifique. Le ciel est image d'espoir et de crainte. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il y a la crainte du singe, il y a l'espoir de l'homme, et il y a de l'émerveillement aussi. Je pense qu'il y a un côté émerveillé, c'est-à-dire que pour les singes, c'est du jamais vu. Et merci mon Yaya pour les 100 bits. Comment il va mon Yaya? Comment il va? Moi super, on sait que le DLC de Jurassic sera reveal semaine pro, là c'est sûr. Et je parie sur lundi pour le reveal, pour une sortie le jeudi de la même semaine. Ah, il y a moyen, ouais. Lundi ou mardi, il me semblait que c'était mardi. Moi, tu m'avais dit que les reveals. En vrai, lundi, mardi, ça me va. Par contre, je suis d'accord, ça sortira dans la semaine. Je suis quasiment convaincu qu'il le sorte semaine pro. Alors, c'est chiant parce que j'aurais déjà fait mon planning. À moins que ce soit lundi après-midi. Dans ce cas-là, j'ai peut-être encore une chance. Si c'est lundi après-midi, j'ai une chance de le mettre dans mon planning. Si par contre, on l'a que le lundi ou le mardi ou le lundi soir, du coup, malheureusement, ou si je dois liver le lundi après-midi, ce qui est possible aussi, là, du coup, ce sera plus compliqué, mais je le mettrai pour la semaine d'après. 165 millions, c'est la moitié du budget de Quantumania, méditez là-dessus. Alors 165 millions, c'est un gros budget quand même. C'est-à-dire que on arrive sur des films là qui ont de très gros budgets, mais qui arrivent à être visuellement à la hauteur de leur budget. Un truc, moi, tu vois, Preach, c'est The Creator. Ce qu'a réussi à faire visuellement The Creator avec un budget qui est peut-être 2 fois moins de celui-là, je sais plus combien il y a eu The Creator, je suis même pas sûr qu'il était à 100 millions. Là, c'est impressionnant. 165 millions pour un film de cette ampleur, c'est important. Comment dire? C'est important, c'est un budget conséquent, mais enfin, on a un budget à la hauteur d'un visuel qu'on nous donne et qui est très fort. Effectivement. Putain, enfin, sans déconner, les films à 2 ou 300 millions qui ressemblent à rien, on en a marre, on souffle, quoi. Surtout que là, au moins, il y a un vrai fond derrière. Et c'est ça qui est important à dire aussi. La planète des singes n'est pas un film idiot. Loin de là. Il y a énormément de thématiques. Et ça, c'est grâce à la trilogie des origines aussi. Alors, il y avait déjà des thématiques profondes avant, mais ils ont réussi un reboot remake, suite, préquel, ce que vous voulez. Préquel, on va dire, allez, reboot préquel, intelligent, qui a un véritable fond, un véritable sens. Et c'est à mettre, je pense, en avant, et c'est à noter, parce que comptons aujourd'hui combien de suites, reboot, remake ont du sens et nous proposent quelque chose d'intéressant psychologiquement, visuellement et cinématographiquement. Il n'y en a plus beaucoup dans le cinéma moderne. Il n'y en a plus tant que ça. Je voyais cette scène-là comme un clin d'œil au tout premier. Il observe les astronautes dans l'espace, ceux qui reviennent sur Terre dans le... Ouais, bah c'était ce que je venais de dire, Bubblette, ouais. Après, c'est un peu plus abstrait dans le sens où là, faut avoir vu le premier et puis il faut imaginer peut-être qu'il y a des astronautes à l'époque qui ceci... Mais moi, ouais, je l'avais vu un peu comme... est-ce que la menace viendrait pas de là, ou l'espoir, ou les deux en même temps, et qu'on fait une petite référence au premier? Sinon, ça peut aussi être l'émerveillement et aussi l'inquiétude du singe, bah, qui se rend compte qu'en fait, effectivement... Parce que ça, c'est intéressant sur la forme aussi. On part du principe
que les singes ne savent pas que les humains étaient doués de conscience. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Les singes ne savent pas, et j'ai trouvé ça fort, qu'au final, les humains étaient doués de parole, de conscience. Pour eux, c'est, et encore une fois, très bon rapprochement entre l'ancienne et la nouvelle, enfin l'ancienne saga et la nouvelle, c'était juste du bétail, c'était des troupeaux. Exactement ce qu'on a dans le film d'Eston. Et là, on a les deux. On a des hommes, des humains qui sont en troupeau, qui ont perdu la parole, anciennement Matt Reeves, et on en a d'autres qui sont encore là, qui se battent, qui essayent d'avoir de l'énergie pour communiquer. Et ça, c'est, alors ceux alors non, ceux qui sont pas doués de parole, c'est ceux de Heston, et ceux qui savent parler, c'est les derniers rescapés de la trilogie de Matt Reeves. À savoir, mon paternel me l'avait dit, parce que je suis allé voir le film avec lui, que dans les suites de la planète des singes, les anciens, il y a quand même encore des humains qui sont complètement débloqués de la tronche, mais qui savent encore parler. Donc comme quoi, on n'est pas... Il n'y a pas de faux raccord, c'est-à-dire entre les sagas. Mais voilà, quand tu vois que les singes ne sont pas doués euh, pour apprendre vis-à-vis des humains, parce qu'ils considèrent que les humains n'ont jamais été doués de parole, ils les appellent les échos d'ailleurs, c'est des primitifs, et ben le fait de voir pendant tout le film que non seulement ils étaient capables de parler, d'apprendre, d'être intelligents, et d'avoir des attirails comme des armes, des trucs, des machins, c'est intelligent dans le film. Parce que tu te rends compte en fait que des années et des années, des décennies et des centaines d'années après, l'héritage de César, il a été bafoué, il a été manipulé, les dires et les choses comme ça ont été un peu trafiqués, ce qui fait que les humains maintenant c'est plus que des troupeaux. Et là, en fait, moi je le vois aussi comme ça. Noah, quand il regarde dans les étoiles et qu'il se rend compte que tout ça, ça vient de l'homme, il a peur. Parce qu'on peut le prendre comme ça aussi, on peut se dire, merde, les humains étaient capables de tout ça avant. Bah bon courage, parce que si jamais ils récupèrent les trucs, on n'est pas dans la merde. Et le truc, c'est que justement, c'est ça qui est, il y a le double sens, c'est qu'ils pourraient penser ça en se disant, attention, la menace peut être humaine, mais techniquement, quelle est la plus grande menace? C'est le singe qui veut s'emparer des outils de l'homme pour asseoir sa supériorité. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Et je vais lire le message de Preach parce que ça fait 14 fois qu'il le copie, donc j'imagine qu'il est important. Moi, je pense qu'on peut en effet voir cette poésie vers le ciel comme un hommage au film de 68, mais je trouve le film assez riche narrativement pour proposer sa propre poésie, sa propre signification autour du ciel et des étoiles, et je trouve ça assez remarquable et qui démontre le respect qu'a Wes Ball pour la saga et son propre film. Oui, clairement, ouais. Ah bah, il y a de multiples... on est allé directement sur la scène de fin sans passer par la case départ, hein, avec le débat. Mais oui, non, clairement. Bah, c'est un film, en fait, qui est malin dans le sens où il arrive à se suffire en tant que tel, il amorce une nouvelle trilogie, il comprend ce qui était fait avant, mais il donne envie de suivre la suite. Il y a un truc, par exemple, qui revient régulièrement dans les commentaires un peu négatifs, c'est ça manque d'un gros antagoniste, ça manque de personnages captivants. Moi, j'ai pas trouvé. Je veux dire, César, il a eu 3 films pour se développer. Et il est devenu grandiose tout de suite. Et César, en même temps, il y avait le rapport avec l'humain, on le voit depuis bébé, etc. C'est pas du tout le même traitement narratif. Honnêtement, Noah et les autres, il y a des choses qui me donnent envie de les revoir. Parce que là, on n'est pas dans un film qui étudie l'avènement d'une légende. Là, on est dans la continuité d'un univers. Donc, tu présentes pas un protagoniste de la même manière, tu l'écris pas de la même manière. Moi, j'ai pas trouvé qu'il manquait certaines choses comme ça. Alors, le film est simple, globalement, dans sa narration et dans son récit global. C'est-à-dire en Proximus qui veut les armes des humains et puis des chars et des trucs et des machins pour buter ce qui reste d'humain encore et puis pour asseoir sa supériorité. Oui, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'est ce qu'il y a dans l'envers du truc, moi, qui m'intéresse. C'est qu'il y a des hommes qui ont capitulé. Il y a Paul Kirby dans le film, William H. Macy, entreprise Kirby, Kirby Peinture et Plus. Le plus, c'est pour les installations sanitaires. Paul Kirby est là. Mais le personnage de William H. Macy, beaucoup vont dire oh, bah, il sert à rien, il meurt au bout de 20 minutes. Il est hyper important. Cette critique est avec spoiler, c'est bien de le dire maintenant. C'est bien de le dire maintenant. Mais ce personnage-là est hyper important. Parce que lui, en l'occurrence, il fait écho à un problème qui est drastique, qui est l'humain est perdu. C'est fini. Il faut vivre avec son temps.
Déjà, nous, de base, on est hyper content d'être encore doué de parole et on n'est plus qu'une poignée. C'est terminé. L'être humain, c'est terminé. Et j'ai trouvé ces passages-là forts. C'est pas un truc qui veut rien dire. C'est accepter l'idée que les singes ont récupéré la surface du globe et que maintenant l'humain est condamné et que ça sert à rien de se battre et qu'autant mieux vaut-il, ben voilà, comment dire, être assouvi et puis avoir un toit sur la tête et puis raconter les histoires. Ça, pareil, c'est hyper intéressant. Proximus sur sa volonté, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un mec violent, mais derrière, il s'intéresse à la romantique, il essaie de lire des choses comme ça. Il s'intéresse à l'homme. Le Raoutan, pareil, lui savait ce que c'était l'homme avant. Le propos de César, il y a des tas de choses comme ça qui sont intéressantes. Il y a des tas de choses comme ça qui sont intéressantes. Et tout ça, naviguer autour d'un scénario qui certes est simple, mais s'il est au service de plusieurs points de détail qui sont riches, d'un visuel intéressant, et puis encore une fois, de tout un tas de choses apportées à l'univers, les différents clans, la manière de concevoir la vie selon les clans, la manière de concevoir le monde animal aussi, le respect du monde animal, ces choses-là, l'amour, la famille. Il y a des choses voilà, qui sont importantes comme ça. Du côté de Proximus, c'est l'esclavagisme. C'est un rapprochement, Proximus, de toute façon, c'est un rapprochement pour moi au côté un peu royaume grandiloquent, immense empereur, réduction à l'esclavage des plus faibles, et puis on avance, on prend, etc., comme à l'époque des grands empires. C'est ça, hein, c'est très clairement la définition, c'est pas trop compliqué à voir. De l'autre côté, on est beaucoup plus humain. Paradoxalement, on est des singes, mais on est beaucoup plus humain. On va sur le rapport à la famille, les enjeux sur les parents, les enfants, les oiseaux, une thématique très poétique. Et ça, la réalisation le prend bien, parce que la réalisation est très contemplative. C'est le seul petit défaut que j'ai. Dites-moi dans le chat si vous avez trouvé ça un peu long. 2h30, c'est un peu long. C'est-à-dire que bon, il y a 15-20 minutes, peut-être un peu en trop pour moi. Ou à force d'être contemplatif et à force d'aller, voilà, bon, oui, c'était peut-être un chouïa long. Mais derrière, c'est contemplatif. On apprend, on découvre en même temps que les singes. Visuellement parlant, encore une fois, en termes de plan, de cadrage et de mise en scène, quand Noah quitte sa région et va dans les secteurs interdits, je ne sais plus comment il les appelle, hein, mais quand il va vers les terres maudites, je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a un mot maudit dedans, mais je ne me souviens plus exactement, et qu'on voit les plans immenses sur des villes dévastées, recouvertes de végétation, là c'est beau, enfin, visuellement c'est beau, t'es dépaysé, c'est contemplatif. Donc voilà, hein. La mort de William H. Macy qui était géniale avec la violence qui ressort du personnage de Mae. Ouais, qui était son premier signe de violence. Le premier signe véritablement d'une violence énorme. Et ça rebascule complètement le truc. Parce que ce personnage-là, l'un des rares, ils sont que deux humains. Ils sont que deux humains. Hein. Il n'y a que William H. Macy et il y a Mae. Enfin, et puis tous les troupeaux, mais ils sont pas importants. Ce personnage-là est hyper intéressant parce que à aucun moment on sait vraiment sur quel pied danser. Il n'y a pas de bon ou de mauvais personnages. Il n'y a que des personnages qui essaient de s'en sortir et de survivre. Elle essaie de survivre et de faire survivre son espèce. Elle fait beaucoup de choses qui sont contre les personnages les plus humains, comme par exemple Noah, etc., comme risquer la vie de centaines de singes, dont certains innocents, en pétant un barrage pour les noyer. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Et c'est ça, c'est comme dit Preach, c'est l'importance de la nuance. Ça, c'est un truc qui manque beaucoup aussi en 2024, je trouve, c'est la nuance. Aujourd'hui, on n'est plus capable de nuancer quelque chose. Allez sur Twitter, parlez de Kylian Mbappé. Par exemple, petit interlude. Kylian Mbappé a annoncé qu'il quittait le PSG. Tout le monde lui chie dessus. Culture de l'instant, magnifique. Évidemment, il y a 2 jours, on était éliminés, il a fait un match de merde. Est-ce que pour autant, on doit oublier les 7 ans d'existence de Kylian Mbappé au PSG, où il a juste tout gagné à part la Ligue des Champions, où ça a été l'un des rares à nous emmener en finale et 2 fois en demi-finale, ce que beaucoup n'ont jamais fait, et peut-être ce que certains ne feront jamais. 1 milliard de fois meilleur buteur de Ligue 1, j'ai même plus combien de buts et de passes décisives. Enfin, le mec, il a mis un truc énorme. Voilà, aucune nuance. Aucune nuance. Alors que, parce que culture de l'instant et parce que culture footix. Voilà, c'est genre... il a eu des échecs.
Il n'a pas réussi à emmener Paris jusqu'au titre de la Ligue des Champions, donc faut le foudroyer. Et alors là, sans respect pour le coup, on n'est pas dans pas dans un des Laurent. Bah, c'est des footix, des gens qui connaissent pas le football. Et qu'on retiré 7 ans d'une carrière où Kylian Mbappé aura été l'un des artisans du Paris Saint-Germain. Voilà. Foudroyé avec Parce qu'il a fait exactement. partie Ah, de j'adore. l'histoire du club, quoi qu'on en dise. Parce que ça a été un joueur, sportivement, qui a apporté des trucs Viens ici extraordinaires. parce que je vais l'abonner. Pas de nuances. Dans le cinéma, aujourd'hui, on a de moins en moins de nuances. Mais ça, c'est la culture du il faut tout comparer. Comparons tout de suite. Voilà, comparons tout. On parle de la planète des singes, le nouveau royaume. Et même moi, hein, paradoxalement, je l'ai fait tout à l'heure, c'était pour représenter ce qu'était l'ancienne trilogie. Mais on parle du nouveau royaume sur Twitter ou ailleurs. On est déjà en train de faire des classements. Il est combien entre ceux de Matt Reeves? Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Copain, copine, mais c'est un moyen en Eh ben c'est ça, super. en fait. Exactement. Eh ben Ok, super. bon, C'était bah, ça. super, super, Super. J'adore. Putain, ça a l'air de faire vraiment préféré. Salut Max Yuki. Mais voilà, c'est une catastrophe de penser comme ça. Qui a le recul pour mettre ce film-là au milieu des autres? Celui de Matt Reeves, des gens l'ont peut-être vu 20, 30 fois. Celui-là, une, voire deux maximum. Culture de l'instant. Culture de l'instant. Voilà, c'est tout. Et puis, oui, comme dit Mike, blague à part, Mbappé, certes, sur la fin, il se battait plus trop, mais il s'est battu à des moments où beaucoup d'autres ne se battaient plus pour le PSG. Donc, en faire le seul responsable, quand parfois c'était le seul à courir alors qu'on avait une équipe de divas starlet, voilà, hein, c'est sûr que bon, beaucoup moins triste du départ de gars comme Messi ou Neymar, hein, évidemment. Enfin bon, je pense que Mbappé, on peut quand même lui dire merci pour les 7 ans qu'il a fait. Hein. Mais voilà, hein. Pour en avoir fait après ce film, genre je me suis dit bof, il faut que le temps passe. Oui, mais parce que voilà, exactement, Mike, il faut une culture du temps, pas de l'instant. Faire des classements en soi, j'ai rien contre si on fait des tier lists ou des trucs, mais tu ne peux pas le faire si à un moment donné le film vient de sortir. Quel est l'intérêt de déjà le mettre devant ceux de Matt Reeves, sachant que Matt Reeves, ça se trouve, on l'a vu 15 fois et celui-là une. Ce n'est pas possible. Il faut avoir du recul sur les choses et nuancer toujours son propos. Et j'aime ce film parce que tous les personnages sont nuancés. Même le grand méchant, qui lui est peut-être celui qui en manque le plus, mais il a quelques nuances sur l'envie d'apprendre des humains, sur l'envie d'apprendre pour mieux s'en servir, d'établir son royaume, sur la nuance qu'il apporte au message de César, parce que le message de César, il le tue complètement parce qu'il l'utilise à son propre intérêt, mais par le fait, il nuance le propos de César et il donne une variante négative au propos de César, qui était un propos ensemble singes forts, je crois que c'était ça, ensemble les singes sont forts, ne pas tuer les autres singes c'est important, et ça on voit qu'on est complètement à côté. C'est un film qui montre aussi qu'en 300 ans, l'histoire change, les mots changent. Encore plus quand t'as pas de traces, t'as pas de bouquin, t'as rien. Donc il y a quelques derniers gars, moi un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Laura Houtan. Il était très classe, très humble, très sage. Et qu'un mec, en fait, enfin, qu'un singe qui, lui, essaie de perpétuer la tradition de César, et il est le dernier à perpétuer cette parole. Il est le dernier, parce que bah, tous les autres sont morts. Et justement, maintenant, ça va être à lui de reprendre le flambeau, et d'essayer de faire en sorte que les singes puissent réexister. Et alors, c'est intéressant, parce que du coup, bah, on voit que les... Moi, au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, putain, vous remettez des humains dans l'équation avec la possibilité, l'espoir des humains de recommuniquer ensemble. Si c'est pour refaire comme le 2 et le 3 où les humains essaient de s'en sortir, moi, ça me gave. Étant donné que finalement, les humains ont réussi à s'en sortir malgré tout, puisqu'on voit que dans les anciens planètes des singes, il y en a encore qui existent, qui sont doués de parole, mais qui deviennent fous. Si à la limite, les humains sont un peu en retrait dans les prochains films, mais on en apprend un peu sur eux de temps en temps en comprenant en fait bah, qu'ils arrivent sur cette folie et que ça ramène aux anciens, aux suites des anciens, là ça voudra dire que le film est très intelligent parce que non seulement il suffit en tant que tel, il fera une trilogie en tant que telle qui lui est propre, mais en plus il va chercher des détails et des petits trucs partout dans tous les films possibles. Tous. Vraiment tous. Et aller les chercher, les suites de la planète des singes d'Eston, globalement, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de lettres de noblesse sur ces films-là, donc c'est malin. Donc moi, ça, j'aime bien. Hein.
Après, même le temps, on n'a pas le temps pour le temps. Moi, il y a que Thierry Henry, tu vois, que je voudrais comme survivant dans un film. Vraiment, hein. Je voudrais une rencontre entre le plus sage des singes et Thierry Henry et Adé Laurent. Toujours pareil. Moi, je veux une interview de Noah avec Tom. Voilà, je veux que Noah, il repeuple un peu la terre des singes et que Tom, il arrive, il débarque d'un fourré et il dit, bah super, foudroyé avec, bah, super, super. Et ce qu'il symbolise est hyper important. Il veut rappeler à quel point l'idéal de César était important et qu'il ne doit pas être oublié. Ouais, mais ça, on peut même le qualifier. Ça, tu vois, mon preach, on peut le qualifier avec beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, énormément de témoignages et de textes et de volontés ont été, dans l'histoire de l'humanité, complètement, comment dire, réappropriés dans un sens négatif. Tous. Tous. Même les discours les plus poignants ou les volontés les plus pacifiques ou les choses comme ça, c'est récurrent que ce qu'un grand homme essaye d'inculquer, à son départ, malheureusement, le message reste-t-il ou le monde part-il finalement dans le chaos puisque le message est totalement flingué. Voilà. Hein. Donc bon. C'est dans l'air du temps. Et c'est ça qui rend les singes plus humains que les hommes. Parce que les singes se posent encore cette question-là. Alors que les humains sont que dans la survie. Il y a un passage que j'ai bien aimé, par exemple, dans toujours cette idée de se dire, là on arrive avec des singes qui savent même pas ce que c'est qu'un humain intelligent. Les singes découvrent aussi les dessins et les livres des hommes. Mais du coup, ils découvrent des bouquins sur les enfants où les chimpanzés sont en cage. C'est hyper malin. Parce que même si après on n'en parle plus, lui, il va pas oublier. Parce qu'il va se dire, putain, c'est vrai, en fait, avant, mettez-vous à cette place. Scénaristiquement, c'est très très fort. Mettez-vous à cette place-là en se disant, merde, je vis dans un monde où, en fait, putain, je suis là, je suis au top. Et j'essaie d'aider des gens, tu vois, en me disant, putain, bah, en fait, ils sont doués d'intelligence, c'est lourd. Et j'apprends qu'en fait, il y a 300 ans, et ils nous foutaient en cage, genre, on était les dernières des... Putain. Et en fait, tout ça, c'est hyper intelligent pour le descriptif du personnage et pour sa future évolution. Lui, il va s'en rappeler dans les suites. Et forcément, quand il va croiser des humains, il va se dire, frérot, moi, ok, il n'y a pas de problème. Je veux bien que... mais tu me la feras pas deux fois à l'envers. D'où le regard, encore une fois, final, qui est peut-être un peu... tu vois, un peu sceptique, peut-être des craintes, je pense. Kraus a réagi au message d'adieu de Mbappé au PSG en disant Bienvenido El Madrid. En même temps, il y a peu de surprises. Hein. Je vois pas où Mbappé pourrait atterrir à part au Real. Je sais pas s'il a annoncé d'ailleurs où est-ce qu'il partait réellement ou pas, mais je suis pas sûr. Mais bon, il y a pas, y a pas un nombre de surprises, pas un nombre de surprises de zinzin hein, là-dessus. Puis, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est bien pour Paris qu'il s'en aille. On fait table rase de ça, on repart sur de nouvelles bases et on fait une nouvelle ère. Et c'est bien pour lui parce qu'il aura un nouveau challenge. 7 ans à Paris, il a tout tenté. Voilà. Pour moi, c'est bien. Ah oui, la vidéo d'adieu, je l'ai vue. Mais je sais pas si. Il cite pas Madrid, je crois. À moins que ce soit dans les 6-10 dernières secondes. Il parle de challenge à relever. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il remercie tous les gens de l'ombre. Ah, il parle des ostéos, des techniciens, des trucs comme ça. Il cite tous ses entraîneurs. Mais il me semble pas qu'il cite Madrid. Ou à moins que ce soit dans les 10 dernières secondes. Peut-être parce que j'ai les 10 dernières secondes, j'ai RT tout de suite. Mais bien pour tout le monde, il fallait arrêter cette relation si les gens ressortent. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais je suis noir et me dire que mon peuple a été esclave, ça me fait toujours un peu quelque chose. Bah, c'est normal, Mike. C'est normal. C'est normal. Et alors ça, c'est des choses sur lesquelles encore aujourd'hui, beaucoup de rappeurs, beaucoup de gens chantent encore là-dessus. Il y a beaucoup de défenseurs de ça, de ces choses-là, il faut pas oublier non plus. C'est-à-dire que maintenant, on peut vivre dans une harmonie relativement sereine, parce que t'as toujours des connards racistes ou des trucs ou des machins, hein, ça, malheureusement, je pense qu'il y en aura toujours. Mais on vit dans une espèce d'harmonie où maintenant, ouais, ça n'a pas été le cas avant. Et ça, c'est des choses qu'il faut pas oublier. Mais tu vois, pareil, il y a des mots, il y a des phrases. Bayard Dustin, Martin Luther King, des gens comme ça, Rosa Parks, tout ce qu'elle avait pu faire pour le truc. Tous ces témoignages-là, toutes ces sensations-là, toutes ces idéologies sont des choses qui aujourd'hui servent encore et qui aujourd'hui sont encore intéressantes et qui, on l'espère, dans 200 ans, ne seront pas bafouées au profit d'autre chose ou réinterprétées ou voilà.
Oui, et même si c'est peut-être malheureusement déjà le cas de la part de certains abrutis, tu vois. Donc c'est important en fait le poids des mots, le poids d'une idéalisation des choses. À partir du moment où derrière, tu as des centaines d'années après un message qui est totalement différent. Parce que ils le disent d'ailleurs dans le film, on s'approprie César. Et on en parle beaucoup de César, ça fait plaisir. Mais on s'approprie César. On s'approprie ce qu'il a dit, on s'approprie ce qu'il a fait, on s'approprie le fait que on occulte certaines choses qui, voilà, comme le fait qu'il ait été élevé par des humains, c'est pas trop bon à dire. Et par contre, derrière, voilà, son humanité, son rapprochement, son aide avec les... On occulte, on garde que ce qu'on a envie de garder. Ça, euh, c'est justement le côté Proximus, de garder que le côté violent. Finalement, Proximus, soyons honnêtes, de qui il est le plus proche? Il est plus cultivé que celui que je vais vous citer. Il est plus cultivé et tu sens qu'il a une curiosité un peu malsaine bien plus profonde. Mais dans l'idéal et dans ce qu'il veut faire, la supériorité absolue, la marque du tout-puissant, c'est Koba. Le message de César qui véhicule, c'est le message de Koba. C'est la destruction, c'est l'armement, c'est les choses comme ça. D'où la balance. D'où la balance. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, tu as vraiment toutes les idéologies. Et il y a beaucoup de poésie aussi. Il y a aussi beaucoup de poésie dans le film. C'est un film qui manque pas d'une certaine poésie et qui est capable totalement d'aller sortir un petit peu des sentiers battus, sortir de certaines choses, et puis d'arriver à gérer, le film comme ça, quoi. Et c'est ça, moi, que j'aime bien. C'est de se dire, ouais, bah tu vas au-delà de la simple suite parce qu'on sait que ça a fonctionné, que les gens en veulent une. Non, tu reproposes quelque chose. Moi, ça, j'aime bien. Moi, c'est vraiment. Mais c'est un film qui m'a quand même pas mal touché, avec des personnages que je trouve intéressants, qu'on reprendra plaisir, je pense, à revoir. Et puis qui est créatif, quoi. On peut les alerpines et foudroyer, on peut les trouver où, les vidéos originales? Tu tapes interview à Laurent, Tom, et bon, il y a 45 minutes, mais tu tomberas dessus rapidement. Hein. Tu tomberas dessus. Après, en vrai, je crois que je les ai en vidéo, je peux te les envoyer. Je les ai pris en vidéo, et ensuite, du coup, j'ai regardé que le son, je les ai mis en alerte. Si tu veux, je t'envoie le package. Hein. Si c'est juste pour ça, je t'envoie le package. Parce que la tête de Tom, elle est incroyable quand il dit ça. Quand il est en mode, ce mec, c'est une légende, bordel de merde. Tu vois sa tête, il est genre vénère, ça me fume. Elle fait combien ta butte? Non mais attends, t'es en train de me parler de la taille d'une cravate ou d'un avant-bras, frérot, c'est pas possible. Quelle scène vous a marqué dans le film La planète des singes, pour tous ceux qui sont là, mes baba boys? Si vous aviez voilà une scène dans le film qui vous a pas mal marqué, que vous avez kiffé, ce serait laquelle là comme ça spontanément? Il y en a beaucoup après. Hein. Il y en a beaucoup, mais enfin bon. Je dirais vraiment la scène finale. Ah, la scène finale est belle. C'est aussi vraiment entre crainte, espoir, solitude, rapprochement à l'homme, l'ultime finalement liberté, le ciel, les choses comme ça. Oui, c'est intéressant. Euh, La musique est bien. Elle est de Michael Giacchino ou pas? La musique fait un peu Michael Giacchino, qui je crois a été sur ceux de Matt Reeves. Mais alors je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Fiche technique. Musique de... Ah, c'est John Pesano qui est à la musique. John Pesano, qui était le compositeur de Detroit Become Human sur pas mal de musique, qui était évidemment le compositeur John Pesano de Daredevil, la série télé, des Defenders, c'est un monstre. Spider-Man, je crois que c'est lui aussi, les jeux vidéo. C'est un monstre, John Pesano. Là, la musique est bien. Par moment, elle fait un peu Michael Giacchino, trilogie Matt Reeves. Par moment, souvent d'ailleurs, elle réadopte un petit peu, plupart du temps quand on arrive du côté de chez Proximus, mais évidemment. Mais elle commence à reprendre quelques sonorités assez proches des anciens, trucs assez puissants, assez sauvages,
très très grand, très impérial par moment, un peu, hein, comme si on voyait un peu l'empire des singes qui se met un peu en place. Je trouvais ça intéressant, moi, de la compo. Rien de marquant outre mesure, dans le sens où on est, voilà, c'est pas la plus grande compo qu'Amy Pessano, hein, mais par contre, c'est vrai qu'elle a quelques petits moments intéressants. L'occasion pour moi de vous rappeler d'ailleurs que dimanche, on a un gros live là, les gars. On a un très très gros live dimanche, Coupe du Monde. Oufoufou, Coupe du Monde. On fait le top 64 des meilleurs morceaux de jeux vidéo. Bande originale, pas morceau. Ça sera pour la semaine d'après. Bande originale. Mike, est-ce que t'es toujours là? Tu vas trop kiffer la semaine prochaine. Top 20 de mes morceaux de Kendrick Lamar préférés. Voilà. Nick, à un moment donné, on respecte l'actu. Semaine pro, mon top 20 all-time de mes morceaux préférés de Monsieur Kendrick Lamar. Spoiler, où sera How Much a Dollar Cost? Je vous laisse avec ça. C'est une question particulièrement difficile à trouver, mais on fera mon top 20, top 25, on verra selon le temps que j'ai, de mes morceaux préférés de Kendrick Lamar. Et le Flaco peur encore des larmes de sang, lui qui attendait un truc 100% français. La dernière fois que je l'ai fait, je lui ai mis du Luigi, il n'était pas content. Oh, non, si, non. Non, Flaco, je lui ai mis du Dizzy et des petits trucs comme ça. J'en ai même parlé avec un pote tout à l'heure qui avait un t-shirt Tristesse Business. Donc non, ça, Flaco a eu son moment de gloire quand même. Mais du coup, on fera un live spécial Kendrick. Et puis il y a 2 lives musicaux qui arriveront aussi, la Coupe du Monde des meilleures bandes originales de jeux vidéo. John Pesano, c'est aussi à lui qui a fait les musiques de la trilogie Labyrinthe. Donc c'est pas sa première collab avec Wes Ball. Ouais, mais alors moi, la trilogie Labyrinthe, je m'en contrecarre un peu. J'ai vu le premier, je trouvais ça sympa. C'était un plaisir de découvrir Will Poulter. Mais c'était il y a longtemps, donc j'en ai aucun souvenir et j'ai rien regardé derrière. Alors honnêtement, je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que je suis complètement passé à côté. C'est comme Hunger Games. Je n'ai jamais vu Hunger Games. C'est des films où je suis complètement passé à côté parce que la hype était là et voilà. Twilight. Alors Twilight, aujourd'hui, tout le monde se fout de la gueule de Twilight, mais pour Twilight, j'en ai pas vu un. C'est pareil, ça, moi, ça m'est passé à des années-lumière. Mais c'est des films qu'il faut que je rattrape, en vrai. Bah, Hunger Games, apparemment, de ce que me disait Yaya, Hunger Games, le dernier est excellent. Et c'est pour ça que je dis que j'en ai pas rien à foutre en soi. C'est que bah, je les ai jamais vus. Donc, les labyrinthes, il faudrait que je revoie le premier et puis qu'éventuellement je puisse revoir le reste. Hunger Games, bah, il faudrait que je me les mate parce que ça reste quand même des films à voir, mais je les ai jamais vus. Je n'ai pas eu l'occasion de m'y atteler. Donc ouais. Quelle heure il est là? 21h33, on va se faire encore 10 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions, des points sur lesquels vous voudriez revenir? Je vais revenir rapidement sur un point qui est le visuel des singes. Tout n'est pas au même niveau parce qu'on sent que, entre guillemets, il y a des singes d'arrière-plan et il y a des singes qu'on travaille pas autant que les autres. D'un point de vue visuel, encore une fois, sur toutes les techniques qu'avait fait Andy Serkis avant et puis sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, waouh! Waouh! Sur les singes, les principaux, en particulier quand on est sur des gros plans ou des plans rapprochés proches des corps, le détail de malade sur les yeux, le regard, la peau, les poils, les... Putain! Ça, c'est pas Henry Cavill dans The Flash, hein. Ah, c'est pas... Putain, c'est pas Keanu Reeves dans The... Keanu Reeves. Nicolas Cage dans The Flash, hein. C'est pas Christopher Reeve, le Superman du ping-pong. C'est pas Christopher Reeve dans The... Bref, c'est pas The Flash. C'est costaud. Tu sens aussi qu'il y avait un peu moins de budget sur les aigles. Oui, après, tout n'est pas les aigles, les zèbres, les trucs comme ça. Bon, tout n'est pas au même niveau. Après, pour moi, ça me paraît logique. D'un autre côté, je pense que ça, c'est beaucoup plus dur à faire. Euh, ce genre de visuel, je suis en train de regarder parce que j'ai mon retour là, hein, mais le retour sur le pelage, les trucs et tout, il est costaud chez les singes. C'est vrai qu'au niveau des oiseaux, etc., ça l'est un peu moins. Mais très honnêtement, Preach, j'ai pas trouvé ça si dégueulasse que ça.
C'était un truc qui, moi, me faisait peur. C'était de me dire, on va pas être dans un truc genre Le Roi Lion, celui de Favreau qui ne sert à rien, mais qui a le mérite quand même visuellement, c'est vrai, d'être impressionnant. Parce que là, le budget sera peut-être un peu moindre et il va surtout passer ailleurs. On s'en sort plutôt bien. Visuellement, ça fait pas trop tâche. Ça aurait pu être beaucoup plus emmerdant. Et comment ça va, mon corpo? Moi, perso, l'un des points qui m'a dérangé, c'est que les singes parlent. C'est logique, mais je trouve qu'on perd tellement des précédents. Ah bah, c'est là, ça, c'est dans l'air du temps. C'est logique. Voilà, là, on part sur la continuité des événements. Et encore, il y en a quelques-uns qui parlent encore en langage des signes. Moi, je trouve ça intéressant de marier parole et langage des signes, parce que tu vois que le langage des signes est là pour les discours beaucoup plus intéressants. Pertinents, juste, genre plus dramatique ou plus profond dans la mesure du scénario. Donc, ça m'a pas dérangé. Malgré Claire César n'est plus, je trouve que l'histoire d'un nouveau personnage sur un nouveau monde est tellement bien adaptée. Ouais, totalement, ouais, bah c'est la belle continuité. Puis l'histoire l'histoire de César n'est plus, l'histoire de César ne mourra jamais. Là, on en parle beaucoup dans celui-là, on en parlera peut-être pas un peu moins dans les autres, mais César ne mourra jamais. La parole de César ne mourra jamais. Ils seront forcément obligés d'en parler et puis de recontinuer ce contexte-là, hein. Ton avis vite fait, moi étant un grand fan des 8 autres films, j'ai trouvé ça sympa sans plus, mais bien moins intéressant thématiquement que ces 8 films. Moi je l'ai trouvé poétique, contemplatif, très riche visuellement. Je trouvais qu'il y avait pas mal de points qui étaient intéressants quand même sur le fond. Le rapport à l'humain, l'espoir, la détresse, la famille, les différents clans, l'héritage, l'univers qui se diversifie un peu par rapport aux autres, ou vraiment on élargit un peu le lore. Moi, je trouve que sur le fond, il y avait des choses qui étaient sympas. Je pense que c'est le premier et qu'on pourra juger que sur la trilogie. Je pense que La planète des singes, les origines, enfin, la trilogie des origines avait un avantage indéniable, c'est que ça n'avait jamais été fait. Il fallait commencer de zéro. Donc tout était nouveau. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est dans un principe où on arrive à être la balance parfaite entre les nouveaux et les anciens, et en même temps on apporte sa patte, et il faudra voir à la fin de la trilogie ce que ça a véritablement amené. Par rapport à celui-là, sachant qu'on en a eu qu'un et qu'effectivement c'est plus dur de rentrer dans cette configuration-là parce que lui c'est moins évident, j'ai bien aimé. Et merci mon papy qui offre son meilleur sub de Baba Boy. C'est complètement délirant, mon Baba douceur, hein, comme je l'appelle un petit peu dans le milieu, parce que c'est vrai que je le connais bien, c'est un gars, on gère du business, donc très clairement. Coucou mon sac à merde, on se voit ce soir en Sins, c'est... Mais non, c'est demain, non? Attends, c'est demain l'anniversaire de ton cousin. Orazia qui est une amie, hein, et qui est enfin une amie. Moi, je tendance à pas pouvoir la séquer comme tout un chacun, j'ai envie de vous dire, mais qui est la cousine d'un de mes très bons potes, chez qui je crois je suis invité en anniversaire demain. Donc du coup, je suis en mode, ouah, attends, ça se trouve, c'est aujourd'hui, et genre, bah, c'était à 20h et t'as 1h40 de retard. Oui, c'est demain, mais on va à la MB. Ah, on va à la... D'accord, ok, ouais. Ça veut dire que Lucas et Mathis vont à la MB, ils m'en ont pas parlé? Ok, je retiens. Non, après, je vais pas pleurer, je m'en fous, c'est pas grave. C'est quoi? Lucas, je vais m'habituer à mieux, mais tant pis. Après, Lucas, il sera peut-être pas, il y a peut-être juste Mathis. Peut-être juste Mathis et Laura. Après, pourquoi ils me demandent? Ils savent que j'y suis tout le temps. Maintenant, j'y suis même le mercredi. C'est bon, pour moi, c'est l'été maintenant, hein. Ça y est, hein, il fait 25 degrés dehors. Là, ça a été vendredi, samedi, mercredi. Ce soir, j'ai retourné. Demain, pareil. Lucas viendra aussi, let's go. Alors après, nous, on y sera un peu plus tard parce qu'il y a l'ouverture de la réserve. J'ai des potes, mais j'ai des potes qui arrivent après là. C'est pour ça que j'ai fait le live un peu plus tôt. Et j'ai des potes qui arrivent après. Après, on fait l'ouverture de la réserve, on va à la MB. Et puis, il y a de très grandes chances que certains terminent au rancho en légende. Donc, du coup, demain, à mon avis, j'arriverai avec un seuil de fatigue énorme. Faudra pas trop compter sur moi. Je serai un peu que l'ombre de moi-même. Voilà, je vous le dis. C'est une ombre un peu salace, une ombre un peu sins. Une ombre un peu péchée, hein, très clairement. On embrasse Johnny, l'homme aux mille métiers. Mais non, ça va être cool. Ça va être cool. Et puis, bon, ça va faire du bien, ça va détendre un peu. Je devrais arriver normalement vers 21h, je pense, demain. Je serai pas là au début, mais je devrais... En fait, ça dépend.
Soit j'arrive à l'heure, soit j'arrive avec le manuel. Et dans ce cas-là, je serai là un peu plus tard parce que j'irai peut-être prendre l'apéro chez lui avant. On verra. C'est très très loin de la planète des singes, ce qu'on est en train de débriefer actuellement. Non, non, je te le dis. Après, moi, je suis à deux doigts de me dire, écoutez, maintenant, l'AMB, tout ça, c'est que, voilà, moi, je veux faire venir le Sins Club. C'est-à-dire que là, moi, je rentre dans dans une configuration où le petit Pipa Sordou, là, le Flaco, le Sky, le Yaya et tutti quanti, comme diraient les jeunes. Hein. Les Roawin, tous ceux qui connaissent. Là, là maintenant, c'est voilà, c'est soirée Maison Blanche, c'est retournage de vie, ça appelle à des Laurent, très clairement, foudroyé, avec respect, toujours dans le respect. La planète des humains, ok. Ah là, c'est la planète des humains, là. En légende cinesque, allons-y. Non, mais oui, non, par contre, Razia, je compte sur toi demain pour briser des existences. Hein. Ma pupuce. Allons-y, ma pupuce. Foudroyé, copain-copine, mais s'il y a moyen, en pine. Bah, super. Super. C'est une légende, bordel de merde. C'est laquelle? C'est vérité que j'aime beaucoup aussi. Ce mec, il a pas peur de dire les choses. Il a pas peur de dire la vérité. C'est une légende. Bordel de merde. Le bordel de merde, moi, les réactions d'Adé Laurent sont Baba beaucoup Boy, trop Baba bonnes. Boy. Un Et gros des Baba Boy dédicace aussi, à putain. Luca. Petite Merci, soirée hein. 100% Baba Boy. Mais non, oui, la planète des singes, très bon. Avec respect. Très bon, et Exactement. je vais revenir sur le message de mon corpo qui m'avait répondu. Tu as vu les 5 des années 70, ma théorie est qu'on va davantage apprécier ce film si on n'a pas vu les 5 des années 70 qui sont ultra intelligents et en avance sur leur temps de zinzin. Moi corpo, j'ai entendu, moi, alors, moi j'ai vu le premier hein, avec Aston, j'ai pas vu ceux d'après, mais ils sont sur Disney+, je les regarderai. Pour finir sur ce petit live, je compte les voir parce que pour moi c'est important. Ils avaient pas eu beaucoup de succès d'estime à l'époque. Plus le temps passe, plus ils sont revalorisés. Et c'est ce que mon daron m'avait dit, parce que je suis allé voir le film avec lui, que effectivement, il y avait des thèmes très intéressants et intelligents dans les anciens. Encore est-il, tu vois, Corpo, que moi je donne un peu j'essaie d'être l'avocat du sins, hein, du péché, du diable. Mais c'est dur de réinventer un truc quand t'as 8 films qui ont déjà fait quelque chose. Il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Ce film est là, La planète des singes, un nouveau royaume, est très intelligent dans ce qu'il est, une passerelle entre l'ancien et le nouveau. C'est pas évident de réussir à redonner quelque chose quand à un moment donné, t'as 8 films qui ont déjà traité de plein de thématiques. Réussir à s'en sortir comme ça, je trouve que c'est bien. Dans l'état actuel du cinéma, des suites, des reboots, des remakes à outrance, c'est loin d'être une vérité absolue. Hein. C'est loin d'être une vérité absolue. Donc pour moi, ça c'est intéressant. Ça c'est pour moi ça c'est bien. Le premier est un vrai chef-d'œuvre, les 4 suites font un peu de cheap. Mais, bah, c'est peut-être pour ça ouais, que justement, moi j'en avais pas forcément toujours entendu du bien. Très intéressant et c'est l'ancêtre des sagas, donc c'est fou. Ouais, ça c'est vrai, putain. Ouais, j'avoue que oui, ça fait partie des premières cultes qui sont même encore là aujourd'hui. Hein. Mais ouais. Mais le premier, hein. Bon, moi j'en avais parlé, Corpo, le premier pour moi c'est l'un des plus grands twists de l'histoire du cinéma. Hein. Je parle pas de la danse évidemment, sinon ça c'est Tarantino. Mais ça et je vais en rajouter un troisième auquel j'avais pas pensé. Il y a celui-là, il y a Une nuit en enfer et il y a The Mist. The Mist, ouah, la fin, nique ta mère. La fin de The Mist, t'es là, en vrai, putain, la fin du film The Mist en termes de twist où t'es en mode, ouah, c'est trop chaud. Mec, t'étais tellement à 3 minutes. Il t'a manqué 3 minutes, c'est terrible. Mais ouais, tu me parles de twist, tu me parles de Fight Club. Ouais, oui, Fight Club aussi, ouais. Oui, Fight Club aussi, bien sûr, bien sûr. La fin de The Mist, j'ai pleuré de rire. Ben, parce qu'en fait, la fin de The Mist, t'es là, genre, oh, le seum. Elle est triste, la fin de The Mist. Elle est triste, et puis voilà, tu vois, quand tu la revois les fois d'après, tu prends plus dans la gueule le côté triste. Mais je pense que tous ceux qui ont vu The Mist, la première fois, ouais, c'est pas que t'as un sourire en mode t'es mort de rire. T'es là en genre, oh le seum. Voilà, c'est ça, Preach. C'est que genre, t'as tellement le mort que t'es, oh non. Oh merde, putain. T'as fait chier. Mais alors, vraiment, faut le voir ce film-là. Hein. Dark God, faut que tu le vois, hein, clairement. Clairement. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir, parce que moi, je dois vaquer à mes occupations, mes activités, trouver la bonne tessiture pour ceux qui ont la référence. Ce live sera évidemment en live and not direct, mais
en Big Legend sur la chaîne secondaire YouTube Valou les VOD si vous vous sentez audacieux pour le voir, le revoir ou le re-revoir si vraiment vous aimez le film. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu aussi, évidemment. On se donne rendez-vous demain après-midi avec ce qui reste de mon corps après cette dure semaine pour du Fallout et dimanche. Oh là ouais, puis en plus oui, demain j'ai l'anniversaire de Mathis. Oh là dimanche. Oh là lundi. Oh là puis mardi j'ai. Oh là là. Bon bah ouais. Genre si vraiment à un moment donné il n'y a pas de live qui tombe, c'est dur. Et il y a mon blast. Mais non mais c'est pas. C'est pas possible. Il y a mon F Blasta qui vient là. C'est lui le garant un petit peu hein, de tout ce qui peut t'arriver ou non. Du coup, j'étais en train de dire, Manu, s'il n'y a pas de live demain ou après-demain ou lundi ou quoi, c'est que bon, vu la semaine que j'ai eue, le week-end qui m'attend, je serai mort. Et là, t'as le F Blasta qui arrive. MB, je fais bon bah oui, bah vous le savez bien, moi je vais écouter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors moi Manu, je serai à la MB ce soir à minuit parce que la réserve ouvre. Si tu veux venir, avec grand plaisir évidemment, j'y suis à 22h45 à la réserve. On fait 1 heure là-bas avec des potes, après on va à la MB pour minuit. Et après on fait MB, très probablement Rancho ensuite. Demain, il y a l'anniversaire de Mathis, si tu veux, je peux passer chez toi, 1 heure, 1 heure et demie comme on avait dit. Et puis après, on décale là-bas, et puis on voit ce qu'on fait ensuite. Dans tous les cas, tu me dis, mon téléphone, il est là, j'ai Instagram, donc si jamais tu m'entends, j'espère qu'il est encore là. Le Manu, mais oui, il est encore là. Donc si jamais tu m'entends et puis que t'es chaud, tu me dis ce que t'as envie de faire. Moi, 22h45, je suis à la réserve, minuit, je suis à la MB. On s'appelle, et puis tu me dis ce que t'as envie de faire, où est-ce que t'es, etc. Et puis tranquille, de toute façon, là, je clôt le stream parce qu'il va falloir que je me prépare. Je vous fais des bisous. Merci pour cette belle tranche de vie qui aura duré 1/4 d'heure. Hein. Du coup, la critique fait que 55 minutes. Les 10 dernières minutes, c'était, écoutez, il y a des listes de bars à faire à Royan, c'est cela. Voilà, au cas où vous venez à Royan, au moins vous savez où est-ce qu'on va. Demain, live Fallout, dimanche, live musique. La semaine prochaine, Kendrick Lamar, top 20 de mes morceaux all-time. Euphoria, sera-t-il dedans? Des bisous.